Hôtel Thiers, qui est la propriété de l'Institut de France. Je remercie chaleureusement Madame Sandrine Folpini, administrateur de la Fondation Don Thiers, et Monsieur l'académicien François d'Orcival de nous y accueillir. Je me présente, Bernard Giovanangeli, je dirige la maison d'édition qui porte mon nom et que j'ai fondée à Nice au début des années 90. J'ai plus particulièrement publié des ouvrages d'histoire militaire pour la période qui va du Premier Empire à la Grande Guerre. La Fondation Don Thiers conserve le fonds d'un grand historien de Napoléon, Frédéric Masson. Une belle et grande amitié l'unissait au grand-duc Nicolas Mikhailovitch de Russie, comme en témoigne leur correspondance. Nous étions alors, avant 1914, au temps de l'alliance franco-russe. Cher Yvan Blot, c'est donc sous les auspices de l'amitié franco-russe que nous sommes réunis autour de vous ce soir et de votre livre, La Russie de Poutine, qui a été honoré d'une préface de Philippe de Villiers. Vous êtes, Yvan Blot, le fils d'un officier de marine qui fut résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Ancien élève de l'École nationale d'administration et docteur S-sciences économiques, vous avez été député au Parlement national, puis au Parlement européen pendant une quinzaine d'années. C'est à l'occasion d'une mission du Parlement européen en Russie, en 1995, que vous avez noué des relations constantes avec ce pays. Professeur de sciences politiques dans plusieurs universités russes et françaises, vous avez écrit 16 livres, des ouvrages de sciences politiques qui portent sur l'oligarchie et la démocratie directe, et des ouvrages de philosophie politique. Parmi ceux-là, je citerai L'homme défiguré, qui est une critique de la déshumanisation du monde moderne, et Les faux prophètes, critique des penseurs révolutionnaires. Ces ouvrages ont été publiés par mon confrère Marc-Laurent Turpin aux éditions Apopsis. Certains de vos livres sont traduits en russe avec le concours de la Fondation ISEPR et du Conseil des experts Rethinking Russia, dont vous êtes membre d'ailleurs. Cette fondation et ce conseil sont représentés ici par M. Jan Wasławski, que je remercie de sa présence. M. Wasławski est directeur de l'école d'administration et des relations internationales à l'université MGIMO. Comme beaucoup de Russes, il est polyglotte et s'adressera à vous en français. Comment vous ai-je connu, cher Yvan Blot? C'était il y a 9 mois, à l'occasion d'une conférence que donnait un de mes auteurs. Vous étiez dans l'assistance et avez pris la parole pour faire l'éloge de la Russie. Ceci n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous m'avez accordé votre confiance et nous avons travaillé à la publication de ce livre en défense de la Russie, celle-ci étant au mieux incomprise en France et malheureusement trop souvent salie. Vous direz certainement à notre auditoire pourquoi la Russie n'est pas l'ennemi de l'Europe et encore moins de la France, qui a vocation à se rapprocher d'elle, non pas pour changer de tutelle, vous êtes un patriote français, je tiens à le souligner, mais pour exister en pleine souveraineté dans une période où un nouvel ordre mondial se construit. Votre livre, cher Yvan, est un tableau de la Russie sous la présidence de Vladimir Poutine. Il y est plus question du pays que de l'homme. Mais le président Poutine peut-il être dissocié de son pays et de son peuple? Vous ne le pensez pas, et vous avez raison. Le président Poutine est en communauté de pensée et de sentiments avec son peuple, comme en témoigne la couverture de votre livre que je commenterai dans un instant. Vous consacrez dans votre ouvrage de nombreux développements à l'histoire millénaire de la Russie, à la spiritualité. N'oublions pas que les Russes sont un peuple religieux et qu'ils n'ont jamais cessé de l'être. À l'armée, à l'économie, à d'autres aspects qui intéresseront vos lecteurs, l'aspect géopolitique n'étant pas le moindre. Vous mêlez des considérations philosophiques et politiques, la chute du communisme soviétique étant ainsi expliquée du point de vue métaphysique.
Je dirais que vous avez une tournure d'esprit, une liberté intellectuelle qui vous sont propres. Et en ce sens, vous êtes très russe, car vous n'abdiquez jamais votre liberté. Comment illustrer un livre qui a pour thème cette Russie nouvelle? En couverture de l'ouvrage figure une photographie du défilé dit du Régiment des Immortels, à Moscou, le 9 mai 2015, à l'occasion de la commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie. Ce jour-là, des millions de citoyens de la Fédération de Russie ont défilé dans toutes les villes russes avec fierté et émotion, chacun avec un portrait d'un ancien combattant de sa famille. À Moscou, Vladimir Poutine marchait en tête de l'immense cortège patriotique. Avec cette couverture, nous sommes dans le registre de l'histoire et dans celui de la mémoire. Comment les citoyens de la Fédération de Russie pourraient-ils oublier que de 1941 à 1945, 9 millions de soldats ont péri, 2 tiers d'entre eux étaient des Russes, les autres appartenaient aux autres peuples de l'URSS. Comment pourrait-il oublier ces citoyens les pertes civiles? 14 millions de morts. Ces pertes qui défient la raison ont le visage d'un père, d'une mère, d'un ascendant. Quelle est la signification de cette image? La Russie combattante et résistante d'hier défile avec la Russie d'aujourd'hui. Les fils marchent avec les pères, et les premiers ne renieront pas la mémoire des seconds. Il y a une continuité dans le patriotisme et dans l'histoire nationale russe. Napoléon disait du baptême de Clovis au comité de salut public, je me tiens solidaire de tout. Il acceptait ainsi tout l'héritage historique de la France. On ne bâtit rien de durable sur la haine du passé national. Je pense que votre livre, Yvan Blot, ne dément pas ce précepte. Cette continuité dont je parlais à l'instant, Vladimir Poutine l'incarne aujourd'hui en Russie. Les régimes passent, la Russie demeure, avec ses traits immuables, sa culture, sa glorieuse histoire militaire. En 1926, le poète Rainer Maria Rilke écrivait ceci au peintre Léonid Pasternak. Mais, même si nous ne vivrons pas sa résurrection, la Russie profonde, la vraie Russie, toujours survivante, n'a fait que redescendre dans la profondeur cachée des racines. Comme naguère sous le joug tatar, qui pourrait douter qu'elle est là et qu'elle se recompose dans son obscurité, invisible à ses propres enfants, lentement, avec sa sainte lenteur, en vue d'un avenir peut-être encore lointain. Mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à vous remercier de votre attention et je cède à présent la parole à M. Vaslowski. Bonsoir. Chers mesdames et messieurs, si vous permettez, je parle assis. Je reste ici. Je suis heureux et tiens à honneur d'être ici aujourd'hui avec vous pour présenter le livre de M. Yvan Blot, La Russie de Poutine. Le climat international de nos jours n'est pas simple. En même temps, très souvent, la source des contradictions est le manque de la compréhension mutuelle, pas seulement parmi des politiciens, mais aussi parmi des experts, des leaders d'opinion et sociétés entières des pays du monde. Cette manque de compréhension est aggravée par des médias de côtés différents qui profitent et manipulent les stéréotypes et mythes qui existent en suffisance, par exemple de la Russie. Des visions simplifiées qui apparaissent et sont soutenues par ces mythes sont nuisibles et aussi dangereux parce qu'elles influencent directement ou indirectement les systèmes décisionnels.
Nous, au Centre international des experts Rethinking Russia, travaillons pour qu'un dialogue des communautés, des experts de la Russie et autres pays plus constructifs se développe et se dépouille des stéréotypes différents. Nous aspirons à vous donner de nouvelles impressions de Russie, sa vie politique et sociale, ses impressions les plus impartiales et objectives possibles. Pour y parvenir, notre centre déroule des projets dans des directions différentes. Par exemple, nous préparons des matériaux analytiques et les publions sur notre website et pour autres médias. Organisons des tables rondes, invitons des experts étrangers en Russie pour travailler, pour conduire la recherche, écrire des articles et livres sur la Russie. Nous actualisons nos propres projets de recherche et préparons des rapports sur des sujets différents. Un de tels rapports sur le développement démocratique du monde et des pays du monde a été présenté en juin cette année à Moscou. Et à propos, M. Bloch était un des auteurs de ce rapport. Maintenant, nous préparons, à propos de ce rapport, et si quelqu'un veut regarder après la présentation, il est possible, c'est possible. Maintenant, nous préparons la seconde part de ce rapport qui sera consacré complètement au développement démocratique de la Russie. Le livre de M. Bloch, La Russie de Poutine, publié en coopération avec Bernard Giovanangeli, éditeur, Fondation ISEP de Moscou et Centre international des experts Rethinking Russia, est le résultat du travail obstiné et de la recherche passionnée de l'auteur. M. Bloch a réussi à présenter au public français la Russie contemporaine, complexe, dynamique, empoignante. Dans son livre, M. Bloch parle des sphères différentes de la vie de notre pays, sa politique, sa économie, démographie, culture, la vie spirituelle, etc. De cette façon, il forme pour un lecteur une vision de Russie multidimensionnelle et compétente. À propos de la vision liée avec la vie et le service de Vladimir Poutine, président de la Russie de 2000 à 2008 et après de 2012 à nos jours. Il faut remarquer que ce livre, je pense que ce livre sera intéressant pas seulement pour le public français, mais aussi pour le public russe. Et l'édition russe de ce livre sera présentée en Russie, à Moscou, au début de l'année suivante. Et cela confirme encore une fois la qualité de l'ouvrage de M. Bloch. Je voudrais vous remercier pour venir ici aujourd'hui et j'espère que la lecture de ce livre vous fera plaisir. Merci beaucoup. Bien, bonsoir chers amis, et notamment mes co-éditeurs, Bernard Giovanangeli et M. Yann Vaslavski, qui représentent aussi la maison d'édition Nijni à Moscou, et avec qui j'ai l'honneur de travailler dans son comité des experts dans le think tank Rethinking Russia. Je vais donc vous dire quelques mots sur ce livre que j'ai eu le grand plaisir d'écrire et en ayant l'impression de faire une bonne action, je dirais. Parce que je n'aime pas le mensonge d'une façon générale et j'ai trouvé assez catastrophique la façon dont la Russie était souvent perçue en France et en Occident en général. Donc j'ai voulu à travers ce livre, si vous voulez, à travers des impressions personnelles que j'ai lues et puis aussi avec des données objectives, des statistiques par exemple de la Banque mondiale, j'ai voulu montrer que un certain nombre de mythes sur la Russie ne tenaient pas debout. J'ai voulu tordre le cou à ces mythes, si vous voulez, j'allais dire comme Saint-Georges terrasse le dragon, mais enfin c'est un peu prétentieux, donc je n'irai pas jusque-là, mais enfin c'est le même esprit, si vous voulez, voilà. Alors, je vais vous dire essentiellement, je ne veux pas vous raconter ce qu'il y a dans le livre, vous pourrez le lire vous-même tout à l'heure, puisque après cette présentation, nous irons tous au rez-de-chaussée où vous attend un cocktail qui vous attend, et je dédicacerai les livres de ceux qui seront intéressés, bien sûr.
Mais avant tout cela, donc je voudrais peut-être vous raconter quelques anecdotes qui me sont arrivées en Russie et qui montrent que la Nouvelle-Russie est peut-être un peu différente de l'image qu'on s'en fait souvent dans notre pays. Alors je vais commencer par deux anecdotes. J'ai commencé par l'histoire de la Russie. Dans mon livre, c'est normal, il faut toujours commencer par l'histoire. Et j'ai deux anecdotes là, que je voudrais vous raconter parce qu'elles m'ont toutes les deux à l'époque beaucoup étonné. J'étais à l'époque député européen et j'étais chargé d'une mission de coopération entre le Parlement européen et la Russie. Mais c'était à l'époque de M. Yeltsin, du président Yeltsin. Et le Parlement européen m'avait demandé de voir les secrétaires généraux de tous les partis politiques. Donc j'avais été de l'extrême gauche à l'extrême droite, si je puis dire. J'avais vu de M. Ampilov à l'époque, qui représentait le parti marxiste-léniniste pur et dur, jusqu'à M. Jirinovski. J'avais vu donc tous les responsables des partis politiques, sauf un qui était celui du Parti communiste, M. Zyuganov, qui est toujours le président du parti aujourd'hui d'ailleurs. Et alors, on me dit, il faut que vous le voyez absolument, vous voyez tout le monde. Je dis, mais je suis d'accord, pas d'objection. Voilà, mais M. Zyuganov est dans le Caucase en ce moment, mais vous pouvez voir le numéro 2 du parti qui s'appelle Podberyoskin. Donc Alexei Podberyoskin, c'est l'intellectuel du parti, l'idéologue. Je dis, ah ben ça m'intéresse beaucoup, ça me fera plaisir de le rencontrer. Alors on me dit, ben, il n'a pas envie de vous voir au siège du parti parce que vous êtes quand même très à droite pour aller au Parti communiste, et vous-même, vous ne souhaitez peut-être pas aller au Parti communiste, donc le mieux c'est que vous alliez sur un terrain un peu plus neutre, qui est la fondation, le think tank du Parti communiste, qui s'appelle Héritage spirituel de la Russie. Alors je suis allé, alors d'abord j'ai dit, mais vous êtes trompé? Non, non, ça s'appelle vraiment Héritage spirituel de la Russie. Alors, première surprise, déjà parce que j'imagine mal, en France, le Parti communiste avoir un cercle de pensée qui s'appelle Héritage spirituel de la France. Bon, ça serait le club Jeanne d'Arc, ça serait bizarre. Bon. Et alors, j'arrive donc à cette maison, donc il y avait sur la porte, effectivement, une grande plaque dorée avec Saint-Georges terrassant dragon, justement. Il n'y avait pas de faucille, pas de marteau. Et il y avait à côté marqué Héritage spirituel de la Russie en russe et en anglais. J'entre dans le bureau du directeur et qu'est-ce que je vois? Des icônes sur les murs. Des icônes de la Mère de Dieu, des icônes du Christ. Alors là, je suis quand même de plus en plus surpris. Et je vois M. Podberyoskin qui arrive dans le bureau. Alors, M. Podberyoskin, pour moi, il était le type même du haut fonctionnaire soviétique. Un homme très distingué, mais habillé en gris. Il avait la peau de la même couleur, je dirais, les cheveux de la même couleur. Il était assez austère, disons, très aimable, mais très austère. Et il m'accueille, et je lui dis, je vous remercie beaucoup de me recevoir, mais avant qu'on commence la discussion, est-ce que vous m'autorisez à faire une petite remarque sur la décoration de votre bureau? Je dis, oui, pourquoi? Mais vous avez des icônes sur vos murs? Il me dit, ça ne vous plaît pas? Vous trouvez ça pas beau? Je dis, mais si, elles me plaisent beaucoup, vos icônes, mais je croyais qu'on était au Parti communiste ici. Il me dit, monsieur, je vous rappelle que vous êtes reçu par le numéro 2 du Parti communiste. Je dis, ben, je vous remercie de me recevoir, c'est un honneur pour moi, mais ça m'étonne de voir des icônes, je vous dirais, dans le bureau du numéro 2 du Parti communiste. Alors, il me dit, mais comment ça se fait? Pourquoi ça vous étonne tellement? Je dis, ben, parce que je pensais que les communistes étaient plutôt athées, donc ils n'avaient pas d'icônes dans leur bureau. Et il me dit, mais de quel communiste vous parlez? Alors j'ai dit, ben, je parle du communiste que je connais, le communiste du Parti communiste français, que je connais bien pour l'avoir combattu à Calais, c'est là que j'ai été élu député. Et puis aussi, je pense au Parti communiste de l'Union soviétique. Oh là là, mais c'est très ancien tout ça. Mais oh là là, on a changé tout ça, vous parlez de l'ancien régime, il me fait. Alors je dis, bon, il me dit, oh là, mais il est très important que nous nous voyons, parce que vous n'êtes pas du tout dans le coup, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe en Russie. Et il faut que je vous informe. Je dis, bah, très bien. Et il m'a fait un exposé de 3 heures sur ses orientations doctrinales. Alors, je ne peux pas vous les reprendre ici, mais juste quelques mots pour vous dire l'orientation. Il me dit, voilà, l'Union soviétique était un très grand échec, et nous voulons bâtir une nouvelle société en Russie, fidèle à l'histoire de toute la Russie. Et pour cela, nous voulons prendre ce qu'il y a de bon en Occident, mais on ne veut pas prendre ce qui est mauvais en Occident. Je dis, ah, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Alors, vous le savez très bien, ce qui est bon en Occident, c'est la liberté d'opinion, c'est l'économie de marché, la haute technologie, des choses de ce genre, ça, on est preneur. Ce qui ne va pas chez vous, ben, c'est plutôt les mauvaises mœurs, la criminalité, et le matérialisme, l'individualisme exacerbé, l'effondrement moral, voilà, toutes ces choses-là nous paraissent à ne pas copier, il ne faut pas les copier, et nous cherchons une troisième voie. Je dis, oh, la troisième voie, c'est une vieille histoire, c'est difficile une troisième voie. Il dit, oui, mais il ne faut pas la chercher dans l'abstrait, il faut la chercher dans l'histoire de notre patrie.
Et pour cela, nous sommes tournés vers l'Église orthodoxe qui a toujours été la colonne vertébrale de l'histoire russe. Et donc, pour cette raison, nous faisons des comités d'élaboration doctrinale avec les dirigeants du Parti communiste de Russie et les dirigeants de l'Église orthodoxe. Alors imaginez, pour un Français, c'était très étonnant, parce que, évidemment, c'est pas du tout ce qui se passe chez nous. Deuxième anecdote, historique aussi, si on peut dire, je suis devenu très vite ami avec je suis toujours d'ailleurs, avec le général Kulikov, Anatoly Kulikov, qui est le président du club des chefs de guerre de la Russie à Moscou, et qui a été ministre de l'Intérieur. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Et il me reçoit dans son bureau, et il me dit « Bonjour collègue ». Alors je dis « Mais je ne suis pas ministre de l'Intérieur ». Il dit « Non, mais vous êtes du ministère de l'Intérieur français. Je connais tout sur vous ». Il me fait « Oui, c'est normal. Je connais tout sur vous, et comme nous sommes collègues, parce que vous êtes aussi du ministère de l'Intérieur, même si vous êtes député maintenant. » Je dis « Oui, ça c'est vrai. Je vais vous emmener voir une exposition de tableaux. » « Ah bon ? Dans le ministère ?» Je dis « Vous avez une exposition de tableaux dans le ministère ?»« Oui, oui. Ce sont des tableaux qui sont peints par des policiers qui font de la peinture. On sélectionne les meilleurs policiers et on leur donne quelques heures sur leur service pour pouvoir faire de la peinture, s'exercer, etc. Puis petit à petit, on les sélectionne par des examens et à la fin, on arrive à avoir des très bons peintres policiers. Et chaque année, on donne un prix que moi je décerne avec un jury au policier qui a fait le plus beau tableau. Et je vais vous montrer le tableau de cette année qui a été choisi cette année. Alors on va dans une exposition de tableaux dans le ministère, ce qui était déjà surprenant pour moi. Et là, on me montre le tableau qui a eu le premier prix. Qu'est-ce que je vois? Ce tableau représentait le tsar Nicolas II, l'impératrice, sur fond de cathédrale de Russie. Alors je lui dis, mais c'est extraordinaire. Il me dit, pourquoi vous dites ça? Je dis, mais parce que j'imagine pas ça en France. En France, en ce moment, à l'époque, le ministre de l'Intérieur était M. Chevènement. Et je n'imagine pas du tout M. Chevènement donner le premier prix à un policier qui ferait un tableau de Louis XVI. Et de Marie-Antoinette, c'est impensable chez nous. Je dis, ah bon, c'est impensable chez vous? Ah bon, mais alors, il n'y aurait pas un peu de sectarisme politique dans votre pays? Je dis, c'est tout à fait ça, hein, c'est tout à fait ça. Et j'ai revécu ça la semaine dernière parce que je suis allé à un sabord, donc une sorte de concile de l'Église orthodoxe, et il y avait tous les partis politiques qui étaient présents. Et ils ont tous parlé, il y avait le patriarche qui était présent, qui présidait bien sûr, et il y avait tous les partis, donc ça allait de M. Zuganov, justement, qui représentait les communistes, jusqu'à M. Jirinovski, qui représentait la droite nationaliste, disons. Et là aussi, j'ai dit à mes amis, je leur ai dit, écoutez, c'est extraordinaire, parce qu'en France, j'imagine pas ça. En France, ça voudrait dire que l'archevêque de Paris organise un congrès où il y aurait à la tribune qui défilerait M. Mélenchon et Mme Marine Le Pen. C'est impossible d'organiser ça à Paris, c'est absolument impossible. Et bah non, en Russie, notre tissu social n'est pas aussi déchiré que le vote. Dieu merci pour nous. Donc ça, c'est la première remarque, c'est simplement pour dire que la Russie actuelle, si vous voulez, si on a dans la tête que c'est l'ancienne Union soviétique, on se trompe complètement. C'est un pays très différent, très très différent. Alors, ma deuxième remarque, elle va porter sur la politique. Alors là, c'est là où je suis le plus provocateur, peut-être dans mon livre. Moi, je prétends que la Russie est plus démocratique que la France. Mais vous savez, c'est ceux qui connaissent bien la France, la vie politique française, je vois mon ami le sénateur Sélier qui approuve, ceux qui connaissent bien la vie politique française savent très bien que notre vie n'est pas démocratique. Nous sommes une démocratie formelle, juridiquement bien sûr, nous avons une constitution démocratique qui ressemble beaucoup à celle de la Russie d'ailleurs, c'est plutôt celle de la Russie qui ressemble à la nôtre, je crois d'ailleurs, historiquement. Mais la vie réelle du pays se fait, enfin, tous ceux qui ont été parlementaires comme moi savent très bien que ce n'est pas les parlementaires qui font les lois chez nous, hein. Ils les votent, c'est vrai, mais ce sont les hauts fonctionnaires qui rédigent les lois. Ce sont les hauts fonctionnaires qui ont beaucoup plus d'importance en fait dans la rédaction des textes que les parlementaires, à part quelques exceptions, parce qu'il y a toujours des exceptions. Et moi j'ai plein d'anecdotes là-dessus que je pourrais raconter, mais là ce soir on n'aura pas le temps. Donc les hauts fonctionnaires, les dirigeants des médias, le patronat, les syndicats, toutes ces organisations intermédiaires, des associations de toutes sortes, font pression pour obtenir que les lois aillent dans leur sens. Et l'intérêt général, là-dedans, il n'est pas représenté parce qu'il n'est pas organisé par définition l'intérêt général. Et il y a déjà quelqu'un qui avait remarqué ça sous la 4ème République, c'était le général de Gaulle. Le général de Gaulle disait, en fait, on vit sous un régime de féodalité. Et il dit, ces féodalités sont, alors il citait les mêmes, il disait les syndicats, c'était toujours pareil, les hauts fonctionnaires, il disait, et même les féodalités étrangères. Qui font pression sur le pays, et c'est toujours vrai aujourd'hui, il y a des féodalités étrangères, bon, qui ne sont pas forcément sur ce continent d'ailleurs, enfin. Et donc, j'ai appelé ça l'oligarchie au pouvoir. J'ai fait un livre qui s'appelle L'oligarchie au pouvoir, effectivement, en expliquant que finalement le peuple avait très peu de mot à dire,
Et le résultat, d'ailleurs, c'est que les gens sont très mécontents. C'est pour ça qu'en France, là, aux dernières élections dimanche, il y avait quand même 50% d'abstention. Les journalistes ont salué la remontée la diminution du taux d'abstention. Mais 50%, c'est énorme. Un citoyen sur deux ne vote pas. Et chez les jeunes, c'est 3 citoyens sur 4 qui ne votent pas. C'est une vraie catastrophe. Donc, il faudrait s'interroger, savoir pourquoi c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup d'abstention. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui se révoltent contre les partis, disons, classiques, traditionnels, d'où la montée, bien sûr, du Front National, et dans un climat qui est un climat d'hostilité exacerbée entre les uns et les autres, bon, ce qui n'est pas bon pour l'unité du pays. Vous savez que le parti du président Poutine s'appelle Russie Unie. Et ça, je crois que c'est une valeur essentielle pour une nation, c'est d'être unie. Et nous, on vit toujours un peu dans un climat de demi-guerre civile. D'ailleurs, notre Premier ministre a dit l'autre jour que si les élections évoluaient de plus en plus vers la droite, on aurait une guerre civile en France. Est-ce que c'est un langage de Premier ministre? Alors, je pense que je crois la responsabilité de dire ça, mais je trouve ça absolument inadmissible, hein, très franchement. Alors, voilà. Alors, la Russie, bon, si vous voulez, alors d'abord, les gens ont l'impression qu'on ne les représente pas, et si vous faites des sondages en disant est-ce que vous êtes d'accord avec la politique du président Hollande, ben, vous avez 20% de gens qui disent oui. Si vous prenez des thèmes particuliers, l'immigration, le chômage, l'insécurité, la plupart des gens sont très mécontents de ce qui se passe. Et je constate qu'en Russie, c'est le contraire. Alors on va dire oui, mais c'est des sondages organisés par le gouvernement, mais pas du tout. Donc vous avez des instituts totalement indépendants comme les VADA, etc. Parfois d'ailleurs qui sont à la capitale occidentaux. On voit bien que le président Poutine a plus de 80% de gens derrière lui. Et la politique qu'il fait, elle est approuvée. Alors il y a des raisons, d'ailleurs on va y venir après, je vais dire un peu aussi pourquoi ce succès est aussi grand. Mais il y a un très grand souci du président Poutine d'être très proche de son peuple. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans sa façon de gouverner. Il y a deux choses chez lui qui me frappent par rapport aux hommes politiques français, ou occidentaux, disons. D'abord, c'est un homme réfléchi, qui lit des livres, qui a même envoyé d'ailleurs à ses hauts fonctionnaires des livres de philosophie, de Berdyaev par exemple. Donc, c'est pas très courant en France, je dois dire. Nous avons un institut avec qui nous travaillons, l'ISEP, vous direz que dirige le sociologue. Il y a une photo de Berdyaev dans son bureau, j'ai remarqué. Bon, mais en France, si vous allez dans les états-majors des partis politiques ou des clubs politiques français, vous trouverez rarement des photos de philosophes. Ça m'étonnerait beaucoup. C'est triste d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc il y a ce côté réflexif qu'a le président Poutine. Il y a aussi un homme d'action, mais ça donc j'insiste pas, parce que tout le monde sait que c'est un homme d'action. J'insiste pas sur le fait que c'est un ancien officier. On dit toujours que c'est un ancien du KGB, c'est des services secrets, d'accord. Mais enfin, c'est surtout une formation de militaire, une formation d'officier. Et moi, j'ai beaucoup de respect, je dois dire, pour les officiers. Je suis fils d'officier moi-même. Et je trouve qu'en France, les officiers n'ont pas suffisamment de rôle en politique. Il serait bon de mélanger les officiers et les civils. Vous avez les officiers, quand même, ils ont sûrement des défauts. Mais quand vous choisissez à 20 ans d'être un officier, ça veut dire que pour vous, c'est pas l'argent la valeur suprême de la vie, même si ça compte, bien sûr. Ça veut dire que vous êtes prêt à sacrifier votre vie pour la patrie, c'est quand même pas rien. Donc il y a des vertus morales, je pense, qui sont liées à la condition militaire, et ce qu'on manque peut-être dans notre classe politique en France, ce sont ces vertus morales. On a beaucoup de gens intelligents, ça, je ne sais pas ce qui manque le plus, mais alors des gens qui ont une grande moralité, une honnêteté, un courage très grand, ça c'est un peu plus difficile, je dirais. Il y a des exceptions, hein, bien sûr, mais bon, c'est un ancien parlementaire de 15 ans qui vous le dit quand même, je me permets de critiquer mes collègues, mais malheureusement, c'est ce que j'ai dû constater. Alors le président Poutine, c'est un officier aussi de formation. Et puis ensuite, il y a une troisième caractéristique qu'on néglige toujours, c'est sa proximité du peuple. Et ça se voit à sa façon de conduire sa politique et à la façon de l'organiser aussi. Alors, par exemple, il sait très bien qu'un parti politique, c'est très utile, on a toujours besoin d'un parti politique, mais ça a aussi des défauts, on le sait, partout, y compris le parti du président, c'est toujours comme ça. Et le président Poutine a pensé qu'il fallait, à côté de son parti, du parti qu'il soutient, avoir une autre organisation. Ça, je l'ai appris grâce à des amis, notamment M. Vastavsky, une organisation très intéressante du point de vue de la philosophie politique, qui s'appelle Общероссийский Народный Front, le Front National pan-russe. C'est une organisation qui regroupe plein d'associations, du patronat, des syndicats, de l'Union des femmes russes, enfin toutes sortes d'organisations, et qui a pour tâche notamment de réfléchir sur le développement de la Russie et aussi de contrôler l'application des lois du Parlement et des décrets du président par l'administration au niveau local et voir s'il n'y a pas même éventuellement des phénomènes de corruption au niveau local. Et nous savons très bien que ce sont des phénomènes qui existent dans tous les pays. Nous aussi on a ça, surtout dans certaines régions de France que je ne nommerai pas, mais c'est vrai, bon, c'est quand même un problème. Alors, c'est la création de cette organisation, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à l'ancien RPF du général de Gaulle, le Rassemblement du peuple français, c'était un peu cet esprit-là. C'est-à-dire un esprit d'unité nationale
Et cette volonté surtout de faire le lien permanent entre le peuple, le citoyen de base, et puis la direction. Et la démocratie, c'est ça. La définition de la démocratie dans la Constitution française, c'est la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Par le peuple, c'est qu'il est élu par le peuple. Enfin, c'est pareil en Russie, c'est pareil en France, là il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a des élections dans les deux cas. Hein. Et alors on me dit, oui, vous savez, en Russie, il y a des élections, est-ce qu'elles sont vraiment honnêtes, etc. Enfin, je ne vais pas poser la même question en France. Celui qui vous parle là, j'ai fait condamner par le Conseil constitutionnel, le plus haut tribunal de France, le maire de Calais, quand j'étais candidat contre lui, tellement il y avait eu de fraude dans plusieurs de ses bureaux de vote, et à peu près la moitié des bureaux de vote de la ville, les résultats avaient été annulés par le Conseil constitutionnel. Donc ça se passe en France, hein, ça ne se passe pas ailleurs. Donc vous savez, là on peut discuter toujours à l'infini. Mais au-delà de la démocratie formelle, il y a le fait de faire une politique pour le peuple. Est-ce que la politique est faite pour le peuple? Est-ce qu'elle est faite uniquement pour les banquiers? Excusez-moi si on va dans la salle. Est-ce que la politique est faite uniquement pour faire plaisir à tel ou tel lobby philosophique? Voilà. Donc j'ai l'impression que la Russie, elle est beaucoup plus démocratique dans ce sens-là, sur le plan du fond de la politique qui est menée, que la France. Bon, ça fera sûrement un peu scandale de dire ça, mais j'en suis assez convaincu. J'en suis même très convaincu. Je pense d'ailleurs qu'en France, il y a de très grosses réformes à faire, notamment par l'introduction du référendum d'initiative populaire, pour qu'on ne soit plus une oligarchie et qu'on devienne une démocratie. Et la Russie est plutôt un modèle qu'un contre-modèle. Alors je parle aussi de l'armée, là je vais être bref, je ne vais pas vous parler de tout ce qu'il y a dans le livre, bien sûr. L'armée doit beaucoup au président Poutine parce qu'elle était dans un assez mauvais état au moment de l'effondrement soviétique, et maintenant c'est devenu de nouveau une des 3 premières armées du monde, on peut dire. Non seulement dans ses forces matérielles, mais aussi dans ses forces spirituelles et dans son lien avec la nation. Moi, ce qui me frappe en Russie, c'est qu'on a rétabli l'éducation patriotique, civique et militaire dans les écoles, ce qu'on avait autrefois sous la Troisième République, mais il y a bien longtemps en France. Et je pense que ça, c'est aussi une excellente chose. Et puis le culte de l'héroïsme, des héros nationaux, le panthéon des héros nationaux, qui ne sont pas forcément d'ailleurs uniquement des généraux, ça peut être tous les grands hommes. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, c'est écrit sur le Panthéon. Aujourd'hui, on n'apprend plus les grands hommes dans nos écoles. C'est vraiment bien dommage. Je passe à l'économie. Alors l'économie, là, c'est un des domaines où il y a vraiment un mythe dont il faut tordre le cou. J'ai entendu un homme politique français, il n'y a pas si longtemps, c'était une réunion des députés gaullistes, des anciens députés gaullistes dont je fais partie, et nous avions un déjeuner ailleurs d'ailleurs. Et Bruno Le Maire fait brosse le portrait du monde entier. Il parle de tous les pays, mais il ne dit pas un mot sur la Russie. Alors je lui dis, je ne comprends pas, pourquoi tu n'as pas parlé de la Russie? Il me dit, oui, on peut aussi parler du Venezuela. Oui, parce que le Venezuela produit du pétrole, d'accord. Mais réduire la Russie à la production de pétrole, c'est ridicule. Il y a un autre homme politique français, un ancien Premier ministre d'ailleurs, le plus important, qui un jour a dit, oh, vous savez, la Russie c'est un pays sous-développé, mais il a la chance d'avoir du pétrole. C'est complètement idiot. D'abord, c'est idiot parce que le niveau scientifique, culturel, le niveau est là pour le témoigner. Il est extrêmement élevé en Russie. Tous ceux qui vont en Russie le savent très bien. Les statistiques de l'ONU montrent qu'il y a 2 fois plus de chercheurs en Russie qu'en France. Il doit y avoir 400 000 chercheurs en France, à peu près, scientifiques, et en Russie, il y en a 800, 900 000, quelque chose comme ça. Bon, et entre les deux, il y a l'Allemagne. Donc, pour un pays sous-développé, je trouve que c'est quand même assez surprenant. Ensuite, le pays, bien sûr, a un socle, je dirais, matériel, qui l'aide beaucoup, c'est-à-dire qu'il est très grand, il y a beaucoup de ressources matérielles. Vous avez même une région, d'ailleurs, dont on ne parle jamais, mais moi qui me fascine un peu, j'aimerais bien un jour y aller, d'ailleurs. C'est cette région de Sibérie occidentale où il y a des villes champignons, comme il y avait en Amérique au XIXe siècle. Vous avez des villes qui faisaient, il y a 20 ans, 3000 habitants, ou 300 habitants, qui maintenant font 300 000 habitants. Je pense à Surgut, Nijnevartovsk, des villes comme cela, Novye Orloï, qui sont dans le nord, dans le Grand Nord, où on exploite du pétrole et du gaz, qui se sont développés de façon absolument extraordinaire, et où il y a des salaires très élevés. Les gens ils vivent dans un climat difficile, c'est vrai, mais ils sont très bien payés. Bon, alors tout ça, on n'en parle jamais dans la presse française, dans les médias français, c'est quand même bien malheureux. Les normes de l'économie, alors là, je vais prendre une référence américaine, donc par définition peu suspecte. Heritage Foundation, qui est un grand think tank américain, dont j'ai connu pendant de nombreuses années l'ancien président, fait chaque année un index des libertés économiques. Il classe les pays selon cet index de liberté économique. Bon, alors, les premiers pays qui sont en tête, ça doit être les pays comme Hong Kong ou la Suisse, bien sûr, mais la France est vraiment derrière la Russie, pour 2 raisons essentiellement, d'après ce document américain. Pour le droit du travail, parce qu'en France on peut très difficilement licencier, résultat il y a beaucoup de chômeurs, parce que quand vous êtes employeur, c'est bien gentil d'embaucher des gens, mais si vous ne pouvez plus ensuite vous en débarrasser alors que vous ne pouvez pas faire autrement, ben vous êtes en faillite.
En Russie, il y a à peine 4% de chômeurs, 4 ou 5% de chômeurs. En France, on en a 10-11%, hein, c'est quand même le double. Et chez les jeunes, c'est terrible parce qu'on a un jeune sur 4 qui est au chômage en France. Ce n'est pas le cas en Russie. Mais le droit du travail est beaucoup plus souple en Russie, il faut regarder par rapport aux notes. Et puis le deuxième facteur le plus frappant, je dirais, c'est le niveau fiscal. Bon, évidemment, la France a les impôts les plus élevés du monde, à peu près, hein, avec le Danemark, je crois. En Russie, c'est complètement différent. Et à un moment, j'ai travaillé pour La Voix de la Russie, et on m'avait demandé à Moscou si je voulais un contrat russe ou un contrat français. Alors je leur ai dit, comme je dois être votre correspondant à Paris, il faut bien que le contrat soit français, parce que je ne peux pas habiter Moscou. Et fiscalement, si j'habite à Paris, je suis obligé. Si j'habite à Paris, je veux dire, fiscalement, je suis rattaché aux impôts français. Et on m'a répondu en rigolant, ah, vous n'avez pas de chance, parce que l'impôt sur le revenu en Russie est de 13%. C'est une flat tax, donc avec un seul taux. Ben évidemment, ça change la vie. C'est pas ce qu'on a chez nous, évidemment. Donc, vous voyez, quand on dit qu'il n'y a pas de liberté en Russie, ben, il y a au moins la liberté fiscale, en tout cas. Et puis, le produit intérieur brut s'est développé de façon extraordinaire. Il a quadruplé pratiquement depuis l'an 2000, ce qui explique évidemment aussi la popularité du président Poutine, forcément. Hein. Quand vous avez une croissance pareille, évidemment, les gens sont satisfaits déjà. Hein. J'ajouterais d'ailleurs une chose qu'on dit jamais en France, mais c'est intéressant. Si vous regardez les chiffres de la Banque mondiale, vous verrez que le produit intérieur brut de la Russie, depuis 3 ans, a dépassé celui de l'Allemagne. Alors, ça en dit quand même long pour un pays soi-disant peu développé. Bon, je termine sur l'économie parce que le temps presse, mais nous avons la démographie. Alors, la démographie, j'étais obligé d'être désagréable avec un homme que j'aime bien, parce que c'est un ami par ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec lui quand il était au ministère de l'Intérieur, c'est M. Sarkozy. Il préside un dîner, un déjeuner plutôt d'avocats à Paris, où j'étais invité. Et il parle un moment de la Russie, il dit des choses très aimables sur la coopération franco-russe. Et à un moment, je le vois qui dit, oui, la Russie, c'est un pays très grand, qui a beaucoup de ressources. Mais malheureusement pour la Russie, la population diminue très vite. Et bientôt, il n'y aura plus d'habitants en Russie. Alors je suis allé le voir après, disant, enfin, pourquoi tu as dit ça? C'est complètement idiot. Qu'est-ce qui t'a fait cette fiche? Ah bon, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah ben non, pas du tout. Depuis 4 ans, maintenant, la population russe augmente. Il y a à peu près 30-50 000 habitants par an, enfin elle augmente en tout cas. La natalité s'est redressée de façon extraordinaire. Non, les avortements, c'est complètement... Non, les avortements, d'ailleurs, j'ai mis la courbe dans le livre. C'est complètement effondré par rapport à l'époque antérieure. Donc la démographie russe se porte mieux. Et pourquoi? Parce qu'il y a une politique familiale généreuse sur le plan financier. On donne vraiment un capital financier très important aux gens qui ont 2-3 enfants. Un capital vraiment énorme, hein, ramené aux normes russes, de l'ordre de 7 000 €, vous voyez, quelque chose comme ça. Et puis, l'autre raison, c'est le climat moral de la société, c'est-à-dire que dans la société russe, la famille est respectée, les enfants aussi. Alors peut-être qu'on s'intéresse moins, c'est vrai, au développement et à l'égalité de droits pour les homosexuels. Bon, c'est peut-être très triste. Enfin, c'est pas la priorité du gouvernement, ça c'est sûr. La priorité du gouvernement, c'est plutôt la politique familiale et la politique nataliste. Et ça donne des résultats très intéressants. On assistait, ma femme et moi, à une cérémonie à l'ambassade de Russie qui nous a laissé très surpris parce qu'on est invité donc à cette cérémonie où il y avait essentiellement que des Russes. Ils n'avaient pas invité de Français pratiquement. On était sensible à cette marque de gentillesse à notre égard. Et on arrive, on nous explique, voilà, c'est la fête de l'amour, de la fidélité et du mariage. La fête de l'amour, de la fidélité et du mariage a été fondée comme une fête d'État avec un comité qui préside cela, qui est présidé par le Medvedev et qui remet des décorations aux couples méritants. Alors, on a assisté à ça dans l'ambassade de Russie, il y avait des Russes qui étaient là, donc qui ont reçu la médaille. Et il y avait à côté, sur la tribune, il y avait Saint Piotr et Sainte Févronia, qui sont les 2 saints orthodoxes qui protègent le mariage et la fidélité de l'amour. Bon, c'est un truc inimaginable dans une ambassade de France, évidemment, toujours au nom de notre fameuse laïcité, mais nous avons les Russes aussi ont une laïcité juridiquement, mais ils n'ont pas d'hostilité, c'est pas une laïcité hostile à la religion. Il n'y a aucune religion d'ailleurs, puisqu'en Russie il y a plusieurs religions bien sûr, et l'État respecte les différentes religions en Russie. Chez nous, évidemment, il y a une hostilité qui est quand même assez évidente. Je pourrais vous raconter aussi quelques anecdotes du ministère de l'Intérieur à ce sujet-là, notamment la fois où j'avais été visiter le Parlement de la Bavière à Munich avec des copains préfets, des collègues, on était une quinzaine, et puis il y a un préfet qui me dit « Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On est dans un musée ?» Je lui dis « Non, c'est le Parlement de Bavière. » Je dis « Le Parlement de Bavière. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là » Il me désigne un grand Christ qui était en haut de l'escalier d'honneur. Je lui dis, mais t'es pas en France ici. En Bavière, l'Église catholique est reconnue, il y a un concordat entre l'État et l'Église, et donc il y a des Christ effectivement au Parlement, il y en a aussi dans les écoles. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, c'est un pays très arriéré. En fait.
Alors je lui dis oui, tu verras, c'est tellement arriéré, puisque demain, on fait des visites économiques, on va visiter les usines BMW, les automobiles allemandes BMW, et on va visiter l'Institut Max Planck, où il y a 4 ou 5 prix Nobel seulement de physique qui travaillent en permanence. Hein. Bon, alors on a visité ça le lendemain, là, il m'a dit, mais je comprends pas, tu me dis n'importe quoi, tu me dis que c'est un pays arriéré, et là je visite des laboratoires scientifiques extraordinaires, des usines ultra modernes, tu me dis n'importe quoi. Je lui dis, mais je t'ai jamais dit que c'était un pays arriéré. Il m'a dit, si, tu m'as dit qu'il y avait des crises partout. Je lui dis, bah oui, il y a les deux. Il y a les deux. Il me dit, alors là, je ne comprends plus rien. Vous voyez, quand même, et un préfet, hein, donc pas quelqu'un, je dis, ils sont sans culture, etc. Donc on vit dans une drôle d'atmosphère dans notre pays. Alors la culture, ça j'en parle, et là je n'en dirai un seul parce que ça nous mènerait trop loin. Je parle beaucoup de 3 auteurs que j'ai choisis parmi d'autres, parce qu'on ne peut pas évidemment parler de tout. Je parle de Dostoïevski, qui à mon avis joue un rôle énorme dans la pensée mondiale, de Bulgakov, et puis aussi de Solzhenitsyn. Ensuite, j'ai consacré un chapitre au rapport entre l'Église et l'État. Je viens déjà d'aborder un peu le sujet, parce que chez nous, c'est un peu une hostilité où tout le monde se regarde avec un air de défiance, c'est pas un très bon climat. Bon. En Russie, j'ai assisté une fois à quelque chose d'étonnant. Le ministre de l'Intérieur, toujours le même, Kulikov, me dit « J'ai pas le temps de discuter avec vous aujourd'hui, mon cher ami, mais je vous invite à une grande cérémonie, il y a un chauffeur qui vous attend à l'entrée, je vous retrouve là-bas. » Bon, alors je descends au rez-de-chaussée du ministère de l'Intérieur, il y avait un chauffeur, je monte dans la voiture, et la voiture m'emmène. À l'époque, je ne parlais pas un mot de russe, donc je ne comprenais rien de ce que disait le chauffeur, je me demandais où j'allais. Au bout d'1 heure de route, brusquement, il fait un virage, et je me retrouve dans une caserne, une immense caserne avec des tanks partout, et puis des soldats qui étaient au garde à vous. Et je vois mon interprète, qui s'appelait Vladimir, et je dis à Vladimir, ah, enfin quelqu'un qui parle français, là je vais pouvoir, vous allez m'expliquer ce qui se passe. On est en train de faire quoi ici? Il me dit, on est en train d'inaugurer une nouvelle église. Et moi, je ne vois que des tanks et des trucs. Alors, comme vous, j'éclate de rire. Je se vexe. Je dis, bon, écoutez, hein, Yvan, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez retourner à Paris tout de suite. Je dis, mais ne vous vexez pas. Mais, vous me dites que c'est une inauguration d'une église, je ne vois pas d'église, je vois que des tanks. L'église, elle est là-bas. Et très loin à l'horizon, il y avait des coupoles en or qui scintillaient sous le soleil. Et il me dit, on va aller, tous ensemble, les militaires et les civils, on va aller à l'inauguration de cette église, qui est une église qu'on a construite à l'intérieur de la caserne. Je dis, mais qui a décidé ça? Il dit, bah, bien sûr, ce sont les soldats, les officiers qui voulaient pouvoir aller à l'office religieux dans leur caserne. Et on fait ça partout maintenant. J'ai appris d'ailleurs qu'au ministère de l'Intérieur, ils avaient créé aussi une église, construit une église. Bon, c'est très différent évidemment de ce qu'on connaît en France. Et alors, on arrive dans l'église, alors là, messe orthodoxe, alors debout, sous le soleil, parce que je ne pouvais pas entrer dans l'église, il y avait trop de monde. Debout sous le soleil pendant 3 heures, ça c'est comme ça. Et puis il y a un grand général qui était à côté de moi, qui se tourne vers moi et qui me dit, vous êtes monsieur Blot, député européen? Je dis, oui, c'est moi. Ah, je suis le général Kalachnikov. Alors je dis, mais c'est vous? Il me fait, non, non, c'est mon oncle, c'est pas moi. Mais je m'appelle Kalachnikov. Bon. Et alors, voilà, le ministre de l'Intérieur me fait dire que vous êtes invité à un déjeuner, mais restez vraiment à côté de moi, parce qu'il y a très peu de gens qui pourront aller à ce déjeuner, et après il y aura un barrage de police, donc vous ne pourrez plus passer. Alors je le suis, on va dans une salle de restaurant, et là, il y avait le patriarche de toute la Russie avec des évêques. Et puis de l'autre côté, les métropolitains, de l'autre côté, il y avait le général Kulikov en grand uniforme, il était ministre de l'Intérieur, et puis des hauts fonctionnaires du ministère. Et le ministre de l'Intérieur s'adresse au patriarche, il dit voilà, l'Église joue un rôle très important pour lutter contre l'immoralité, contre la criminalité, etc. Et donc elle est très utile, l'Église, au ministère de l'Intérieur. Donc je vous décore de l'ordre de... Il le décore d'une décoration. Et le patriarche se tourne vers le ministre de l'Intérieur en disant bah, vous combattez le crime grâce à la police, heureusement, et là vous faites une tâche chrétienne, parce que combattre le crime c'est toujours une tâche chrétienne, donc je vous décore de l'ordre de Saint-Vladimir. Alors là, j'ai vu effectivement la coopération qu'il y avait entre, là en l'occurrence, entre la police et l'Église. Bon. Et le patriarche se tourne vers moi, alors, à ma grande surprise, et je voudrais savoir ce que pense notre observateur français qui est là-bas au bout. Moi, je n'avais rien préparé, aucun discours, alors moi je dis quelques mots, je dis écoutez, Sainteté, monsieur le ministre, je suis très impressionné par cette coopération parce qu'en France, on n'en est pas là. Mais c'est effectivement très intéressant parce qu'il y a évidemment le pouvoir physique de la police qui est très important pour lutter contre le crime, mais il y a aussi le pouvoir moral. Et l'Église peut jouer un rôle très important en matière morale, effectivement, pour réarmer notre jeunesse, justement, contre les tendances criminelles et délinquantes. Et donc, je crois que la coopération entre les deux, il faut qu'ils soient distincts, mais la coopération est une bonne chose. Je regrette qu'on n'ait pas ça en France. Et là, le patriarche n'a pas pu s'empêcher de dire ah, eh bien, ça me fait plaisir d'entendre ça. Pour une fois, un occidental dit quelque chose de sensé. C'était le patriarche avec 6-2 à l'époque. Hein. Alors, voilà donc une petite anecdote encore sur l'Église et l'État.
Alors maintenant, je vais terminer. Alors, je voudrais vous dire que bon, ce qui me frappe, moi, c'est le fait que je m'intéresse beaucoup à la philosophie depuis toujours, et la philosophie russe est un peu particulière parce qu'elle est toujours plus ou moins pénétrée de théologie. C'est difficile de séparer les deux domaines. Bon. Et je dirais que c'est peut-être un peu la même chose en politique. Alors, je voudrais vous citer juste un passage d'un discours du président Poutine à Valdai qui vous montre l'état d'esprit dans lequel se trouve sa réflexion au-delà de la politique quotidienne, bien sûr, que vous connaissez forcément. En 2013, à Valdai, M. Poutine avait dit « Dans beaucoup de pays européens, les gens n'osent pas parler de leur religion. Les jours de fête sont abolis ou appelés différemment. Leur essence est cachée comme leur fondement moral. Les gens essaient d'exporter agressivement ce modèle. Je suis convaincu que cela ouvre un chemin direct à la décadence et aux instincts primitifs, qui aboutiront à une profonde crise démographique et morale. Quoi d'autre que la perte de la capacité de se reproduire pourrait être la meilleure preuve de la crise morale. Aujourd'hui, presque toutes les nations développées d'Occident ne peuvent plus se reproduire par elles-mêmes à cause de l'effondrement de la famille, cela même avec l'aide de flux migratoires. Sans les valeurs de la chrétienté et des autres religions traditionnelles, qui ont des standards moraux qui se sont formés pendant des millénaires, un processus de civilisation extrêmement ancien, les gens perdront leur dignité humaine et nous considérons par conséquent naturel et juste de défendre ces valeurs. On doit bien sûr respecter le droit de chaque minorité, la différence, mais les droits de la majorité non plus ne doivent pas être mis en question. Ben voilà des propos qui, moi, à mon avis, sont tout à fait d'actualité aussi en France. Hein. Donc j'ai voulu les exprimer dans ce livre. Et puis à la fin du livre, j'ai fait un petit essai de géopolitique, si vous voulez, enfin une hypothèse de géopolitique, parce que je me faisais la réflexion que quand j'étais jeune, pour moi, l'Union soviétique, c'était la patrie du matérialisme et puis du totalitarisme. Bon. Et l'Amérique était plutôt le symbole des valeurs chrétiennes, de la liberté, des choses de genre, du patriotisme aussi d'ailleurs. Les Américains ont toujours été très patriotes, ils le sont encore d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une inversion complète des pôles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les valeurs traditionnelles, le christianisme, le patriotisme et même la liberté aussi sont très bien représentées en Russie. Et aux États-Unis, il y a eu un changement dans les élites, pas dans le peuple d'ailleurs. Le peuple est différent. Mais dans les élites américaines, il y a une espèce de mélange de freudisme et de marxisme qui s'est emparé des consciences et qui fait qu'on finit par défendre des idées complètement folles, ce qui est le cas notamment de Mme Hillary Clinton, dont je viens de lire le livre, c'est pour ça que ça m'a frappé. Elle défend vraiment des idées de décadence contre la famille, contre la patrie, contre toutes les valeurs traditionnelles. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on améliorera la situation de l'humanité. Je dois vous dire pour finir d'ailleurs que je suis très content de venir souvent en Russie, de travailler avec mes amis russes comme Yann Vassavsky, parce que là-bas, contrairement à ce qu'on prétend tout le temps ici, il y a un climat de liberté très réel. Il m'arrive de faire des conférences à l'université de Moscou, le Monosov, de faire des conférences aussi à Veliki Novgorod, dans une petite ville près de Saint-Pétersbourg. On ne m'a jamais donné des ordres, ou on n'a jamais cherché à censurer mes cours, qui sont des cours de sciences politiques, hein, je précise bien, donc un peu sensible, disons, pour le pouvoir politique. En France, j'ai eu des cas, je vous en cite deux simplement, enfin qui sont deux de trop. Je devais enseigner la science politique il y a 4-5 ans à peu près à Sciences Po, et j'avais demandé ma réintégration comme professeur à l'Institut d'études politiques, puisque je suis un ancien élève. Et le directeur de l'époque, M. Ducoing, père son âme, il est mort, quand il a vu ma nomination, qui était proposée par le conseil d'administration de Sciences Po, il a dit « jamais, l'eau, jamais ». Pourquoi? Pour des raisons purement politiques, c'est le sectarisme politique pur. Et donc ça n'a pas pu se faire. Et c'est la direction des études qui m'a dit « on est désolé, M. Ducoing ne veut pas signer votre nomination, donc vous ne pouvez pas enseigner à Sciences Po ». Alors si ce n'est pas de la censure, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne m'est jamais arrivé à Moscou, ça. Hein. C'est arrivé à Paris. Et un autre exemple, je devais faire un livre sur la démocratie directe avec la Fondation des sciences politiques. On avait commencé à faire des réunions de travail avec M. Régnier, qui dirigeait les réunions. Et brusquement, je ne suis plus convoqué, il n'y a plus de réunion. Alors je téléphone, on ne me répond pas au téléphone, j'envoie des mails, on ne répond pas à mes mails. Silence complet, comme s'ils étaient tous morts. Alors je me renseigne, parce que j'ai quand même quelques amis dans la plage. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe à la Fondation maintenant? On devait faire un livre ensemble sur la démocratie directe. Ah, mon vieux, on est désolé, mais tu sais, Monsieur Régnier, on sait qu'il a reçu un ordre de ne jamais publier de livre sur la démocratie directe et sur le référendum. Ça me trouve d'ailleurs le degré de confiance qu'on a dans le peuple, dans ce pays. Alors voilà, alors quand on dit qu'il n'y a pas de liberté en Russie, il y a de la liberté en France, il n'y a pas de démocratie en Russie, il y a la démocratie en France, évidemment, mon livre est un peu iconoclaste, là je remets en cause évidemment des mythes, mais c'est un peu ce que je voulais faire, je dirais, au nom de la liberté d'expression et au nom de la vérité et au nom de notre amitié franco-russe.
organisateurs, je me tourne vers vous. Donc, on a quelques minutes pour des questions. Pour des questions, oui. Parce qu'après, je vais descendre au rez-de-chaussée, dédicacer les livres, et puis il y a un cocktail qui vous attend aussi, quand même. Hein. Alors, tu fais peut-être les... Oui, Thierry Gobet. Thierry Gobet, oui, que je connais bien. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'affiche d'intellectuels dans les bureaux français. Je rappelle que le Premier ministre est sorti d'un conseil des ministres avec Charlie Hebdo à la main, quand même. Certes, mais ce sont vraiment des philosophes. Là-bas, alors ça c'est mon ami de... On a fait l'ENA ensemble, on n'est pas parfait ni l'un ni l'autre. Hein. Et lui, il a été ambassadeur notamment en Russie, Genbert, mais un grand ami. On a été ambassadeur ailleurs, c'est vrai. Mais... Il faut rendre hommage aux gens qui connaissent tellement bien la Russie et qui la comprend, comme dit le poète. Si c'est toi qui le dis. Je vais te dire, bon, vu notre proximité, je voudrais te poser une question, peut-être pour la salle. Qu'est-ce qui, à ton avis, explique cette hostilité, cette peur, ce rejet de la Russie, qui existe depuis toujours? Par exemple, quand Pierre le Grand est arrivé en France, il voulait marier sa fille au futur Louis XV, et le chancelier de l'époque, Fleury, a dit « Pierre le Grand, tout juste bon pour gouverner un chantier naval aux Pays-Bas. » Il venait de battre la plus grande puissance militaire de l'époque, la Suède, à Poltava. Bon, je passe, voilà. Qu'est-ce qui, à ton sens, fait ça, en dehors du fait qu'on est rattaché aux États-Unis à pression? Il y a quand même des explications historiques, psychologiques, économiques, des choses comme ça. Toi qui as approfondi, est-ce que tu as... On pose cette question. Bon, j'ai un peu la réponse à ma question, bien sûr, mais j'aimerais avoir la tienne. Et je suis persuadé que beaucoup de nos amis ici sont venus aussi pour, peut-être, de ta part, entendre une partie de cette réponse qui peut débloquer notre espèce de face-à-face où on ne se comprend plus, on ne dialogue plus, on se critique, on se lance des choses, et ton ouvrage va y faire une œuvre de grande salubrité. Bon, merci. Merci de ta question. Alors, bien sûr, je pourrais dire, vous trouvez des éléments de réponse dans le livre, hein, c'est un peu facile, mais là, je peux dire quand même quelques mots. Eugène a tout à fait raison d'insister sur le fait que le malentendu, il y a eu aussi de longue amitié quand même entre la Russie et la France, bien entendu, ne serait-ce que parce que la Russie nous a quand même sauvé 3 fois la vie, si je puis dire. Elle nous a sauvé la vie en 1815, quand Napoléon a été battu, puisque le tsar n'a pas voulu qu'on découpe la France en rondelles, alors que c'était le souhait de l'Autriche et puis de la Prusse, bien sûr. La deuxième fois qu'on a été sauvé, on peut dire, par les Russes, c'est en 1914, c'est le maréchal Foch qui l'a dit. Il a dit si les Russes n'avaient pas attaqué la Prusse orientale en 1914, nous perdions la bataille de la Marne. C'était le point de vue du maréchal Foch, qui s'y connaissait quand même assez, je crois. Et la troisième fois, c'est la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il faut arrêter aussi de mentir, là. On peut ne pas aimer Staline, ça c'est un autre problème, mais il est indiscutable que c'est l'armée soviétique qui a écrasé Hitler. 80% des troupes allemandes étaient tournées vers l'Est au moment du débarquement de Normandie. Imaginez s'il n'y avait pas eu le front de l'Est, ben ces 80% de troupes se seraient retrouvées en Normandie. À ce moment-là, on ne débarquait jamais, enfin, les Occidentaux ne débarquaient jamais. Donc, voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu des malentendus, à côté de l'amitié, il y a des malentendus qui sont très anciens. Ça commence peut-être par un malentendu religieux. Souvent, les choses, quand on remonte vraiment beaucoup dans le passé, on arrive souvent à des racines religieuses. C'est le grand schisme, bien sûr, de 1054, entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Bon. Ce qui fait que, je veux dire, ce schisme a une importance, pas tellement par ses fondements, qui sont quand même très particuliers, je veux dire, en fait, c'est la même religion, je dirais quand même, hein, il ne faut pas oublier, même s'il y a des rites différents, et s'il peut y avoir des divergences, mais surtout, ça a coupé culturellement l'Ouest de l'Est. Il a fallu attendre Pierre le Grand pour que la Russie puisse se rattacher de nouveau à la culture occidentale. Donc ça a empêché le dialogue, on peut dire, ce schisme. Ensuite, la deuxième chose, c'est à la suite de la Révolution française, disons. Le régime tsariste est apparu pour tous ceux qui se disaient disciples de la Révolution française comme un régime réactionnaire, et donc très mal vu, très très mal vu. Mais là aussi, où est le progrès, où est la réaction? Je veux dire, c'est toujours beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Hein. Ça me fait toujours un peu rire parce que je pense toujours à la situation des Françaises en 1939. Figurez-vous que le droit de vote n'était pas autorisé pour les femmes. Et vous aviez des pays autoritaires à côté qui donnaient le droit de vote, y compris l'Allemagne d'ailleurs. Et pourquoi on ne donnait pas le droit de vote aux femmes? C'est parce que le parti radical et franc-maçon
trouvaient que les femmes étaient trop soumises au curé, et donc il fallait surtout pas leur donner le droit de vote. C'était ça la raison. Enfin, bon, on peut faire de la politique politicienne, bien sûr, mais enfin, comme exemple de liberté, on fait mieux. Alors, ce que je voudrais dire, donc il y a eu ça, le malentendu autour de la Révolution française. Et puis ensuite, la Révolution communiste marxiste s'est située dans la ligne de la Révolution française, même si elle a fait des choses un peu différentes. Et je me souviens de M. Rompilov, justement, qui me disait « Je suis fier de serrer la main à un Français, car c'est vous qui avez inventé la Révolution. » Il disait très modestement « Lénine, Staline et moi, nous sommes les disciples de Robespierre. » Bon, alors, moi j'ai rien dit, mais enfin, j'étais un peu sidéré. Pour vous dire ce que j'ai pensé, j'ai pas dit parce que je voulais être poli, mais au fond de moi-même, j'ai dit « Merde alors !» Est-ce qu'on a fait un cadeau à l'humanité ce jour-là avec Robespierre? Je ne sais pas. Alors, donc, l'évolution bolchevique en Russie rapproche finalement la France de la Russie. Mais ça n'a pas été le cas, comme vous savez. D'abord, le régime a pris une coloration très différente de la Révolution française quand même s'il y a des points communs. Et donc, on n'aimait pas le tsar parce qu'on le trouvait réactionnaire. Ensuite, on n'aimait pas l'Union soviétique parce qu'elle était communiste. Et puis maintenant, la Russie nouvelle, de nouveau, on ne l'aime pas parce qu'on l'accuse d'être, paraît-il, autoritaire, sous-développé, etc. Enfin, c'est toujours un peu le même genre d'accusation. Et surtout fondé sur la méconnaissance. Moi, ce qui me frappe, c'est que les gens qui critiquent la Russie en France sont des gens qui ne voyagent jamais en Russie, en général. Là, ceux qui voyagent, souvent, ils révisent assez rapidement leur point de vue. Et ceux qui font je dirais, profession d'être en Russie, les hommes d'affaires, par exemple, ils sont pour la coopération franco-russe. Et croyez-moi, ils ont une bonne image de la Russie. Et l'un de ceux que j'ai connus, avec qui j'ai eu le bonheur de dialoguer, malheureux est mort maintenant que vous savez, dans un accident grave, c'était M. de Margerie, président de Total. Il adorait la Russie, et en même temps, il pensait que c'était l'avenir de sa société, c'est-à-dire que l'industrie pétrolière française allait faire son avenir en Russie, grâce aux champs pétrolifères là-bas, etc. Et puis, mais on dit qu'il était hostile à l'utilisation du dollar comme monnaie internationale. Ça, c'est une chose que certains ne pardonnent pas. Je ne dis pas que l'accident est dû à ça, j'en sais rien. Mais enfin, je constate les deux faits sans les rapprocher plus, puisque je n'ai pas de lumière secrète particulière. Donc, il y a toutes ces raisons historiques qui expliquent le malentendu, donc religieux, philosophiques, effectivement, il y a des différences qui ont pu créer des malentendus. Et puis, il y a quand même, tu l'as mentionné, mais ce n'était pas ce que tu attendais, parce que tout le monde le sait ici, bien sûr, il y a quand même l'influence de nos amis américains. Bon, il est certain que la doctrine de politique étrangère américaine, on la connaît, elle a été élaborée par écrit par M. Brzezinski dans un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, dont je conseille la lecture, c'est très intéressant. M. Brzezinski dit c'est très simple, l'Amérique c'est Rome, c'est-à-dire qu'on est là pour civiliser le monde entier. Bon, quand on est français, quand on entend ça, civiliser le monde entier, par les cow-boys, je veux bien, enfin c'est un petit peu excessif peut-être. Et alors M. Brzezinski dit qu'on est là pour civiliser le monde entier, donc c'est pour le bien du monde entier, il faut qu'on domine le monde. Mais on a du mal à dominer le monde parce qu'on est sur un continent excentré. L'Amérique, c'est pas le centre du monde. Le centre du monde, démographiquement, c'est l'Eurasie. La Chine, plus l'Inde, plus la Russie, plus l'Europe. Ça, c'est un continent gigantesque, beaucoup plus fort que nous. Il ne faut surtout pas que ce continent s'unifie politiquement, parce que ce serait la mort de la domination américaine. Mais il l'écrit comme ça, hein, je n'invente rien, il écrit que ça comme ça, crûment, en disant donc il faut tout faire pour que l'Eurasie soit divisée. Comment faire? Alors d'abord surveiller la Chine de près, ensuite garder l'Europe sous notre coupe, en faire une sorte de colonie politique, ce qui est un peu le cas. Et puis, le plus grand danger, c'est quand même la Russie, parce que c'est une grande puissance, parce que c'est un pays qui fait la liaison entre la Chine et l'Europe, justement, donc qui est le cœur de l'Eurasie, et donc c'est ce qui est le plus dangereux pour nous. Et, pour pouvoir affaiblir la Russie, il faut lui donner une mauvaise réputation, déjà. Ensuite, il faut essayer d'organiser les forces de l'OTAN tout autour de la Russie pour essayer de la faire reculer, etc., ce qui a été fait par les différents présidents américains. Et enfin, il faut surtout, et il le dit comme ça, il faut séparer la Russie de l'Ukraine. Ça, c'est fondamental. Il dit c'est le pivot de la politique étrangère américaine. Il faut faire de l'Ukraine et de la Russie des ennemis. Ce qui n'est pas évident, puisque historiquement, il y a beaucoup de points communs entre les deux pays, évidemment. Et donc tout ça est dans la politique de M. Brzezinski, qui a été le conseiller officiel du président Carter, mais qui est aussi encore conseiller même du président Obama. Officieux maintenant, d'accord, officiel. Et donc, je crois qu'on ne peut pas, disons, négliger le rôle de Washington dans cette mauvaise image médiatique qui est donnée systématiquement à la Russie et dans les difficultés politiques que nous avons aujourd'hui. Je crois que si je ne mentionnais pas l'Amérique, je serais loin de la vérité. Mais malheureusement, on a beaucoup d'hommes politiques. Je vous ai dit, on a beaucoup d'hommes politiques intelligents, mais on n'a pas beaucoup de courageux. Il y en a quelques-uns qui sont courageux, qui sont même courageux jusqu'au point d'aller rendre des visites à la Crimée, comme mon ami Thierry Mariani, par exemple. Mais en général, tout le monde préfère avoir les Américains de son côté parce qu'il y a une puissance d'influence et des moyens financiers importants. Voilà, quelques éléments de réponse.
s'il vous plaît. Oui. Alors, mon ami Jean Méot, j'espère qu'il ne m'en voudra pas si je précise qu'il a été le conseiller du général de Gaulle. Merci. Je voudrais prendre un peu le contre-pied de l'atmosphère qu'on cherche à créer dans cette réunion, bien que j'ai beaucoup de révérence et d'amitié pour Yvan Blot. Je ne voudrais pas que nos amis russes partent de Paris en croyant que la France, le peuple français, est ennemi de la Russie et des Russes. Je crois que c'est une idée fausse. Je suis suffisamment vieux pour avoir vécu la Deuxième Guerre mondiale, et après la Deuxième Guerre mondiale, le prestige de l'armée russe était extraordinaire en France. Extraordinaire. Ça a duré pendant un certain nombre d'années. Comme Yvan Blot rappelle très aimablement que j'ai été conseiller auprès du général de Gaulle, je vous garantis que le général de Gaulle n'avait pas une politique anti-russe et que cette politique était largement suivie par le peuple français. Je voudrais ajouter une dernière phrase. Je vais bien entendu acheter le livre d'Yvan Blot avec intérêt parce que le président Poutine, son histoire nous intéresse, mais je prétends que beaucoup de Français sont séduits par le président Poutine. Et ça n'est pas parce que nos médias, nous connaissons nos médias français, donnent une image négative de la Russie que je voudrais que nos amis russes repartent en disant les Français sont contre les Russes. Ça, je prétends que ça n'est pas du tout le cas. Merci, excusez-moi. Oui. Bonjour monsieur, je fais partie des hommes d'affaires dont vous parliez tout à l'heure, qui travaillent avec la Russie depuis longtemps. J'ai la chance également d'être dans un groupe qui vient de fêter ses 40 ans de collaboration avec la Russie, c'est le groupe NG, j'ai anciennement GDSES. J'ai également la chance d'être marié avec une femme ukrainienne et dont les parents sont russes. Voilà. Et vous avez tout à l'heure justement parlé un petit peu de l'Ukraine, et j'aurais aimé avoir votre vision justement sur l'Ukraine, qui est d'ailleurs à titre personnel et familial quelque chose d'assez douloureux actuellement. Bien, eh bien, merci pour ces deux interventions. D'abord, je voudrais dire à Jean Méot que je suis heureux qu'il ait dissipé un malentendu, s'il y a eu un malentendu, parce que je suis moi-même persuadé qu'il y a beaucoup de Français, effectivement, qui apprécient la Russie. Je disais toujours les médias, je visais surtout ces élites qui sont coupées d'ailleurs du peuple français. Donc, en fait, nous sommes bien d'accord, même si l'impression du débat a pu donner cette fausse impression que la France serait anti-russe. Monsieur, alors vous connaissez évidemment très bien aussi ce qu'il en est de la Russie. Ce qu'il en est de l'Ukraine. Alors, moi, voilà mon sentiment. Moi, vous savez, je suis un démocrate, si je puis dire. Mais je ne suis pas uniquement en parole, je suis dans les faits. C'est-à-dire, moi, une de mes plus pénibles expériences que j'ai pu faire comme parlementaire, c'est de voir que les parlementaires jouaient un rôle assez mineur dans notre régime, que c'était l'administration qui dirigeait tout, parce que j'ai fait les deux. Moi, j'étais haut fonctionnaire et j'ai participé à des rédactions de lois avec autrement plus de pouvoir et d'influence quand j'étais fonctionnaire que quand j'étais député. Donc, je trouve qu'on manque de démocratie en France. Mais on manque de démocratie aussi ailleurs, singulièrement en Ukraine, je dirais. Parce qu'une chose qui me frappe beaucoup, c'est un pur hasard. Hein. 2 ans ou 1 an, je ne sais plus, avant l'affaire de Maïdan, la révolte qui s'est passée, le coup d'État qui a fait tomber le président Yanukovych, j'étais à Kiev, et avec ma femme d'ailleurs, et on avait un guide qui était une femme très cultivée, qui était ukrainienne, et qui était une nationaliste ukrainienne. Donc elle ne rêvait que de la Pologne, elle parlait tout le temps de la Pologne, elle disait l'Ukraine doit être une deuxième Pologne, enfin c'était vraiment un peu son opinion. Bon. Et puis à un moment, je m'aperçois qu'elle parle autour d'elle au chauffeur de taxi, à des gens comme ça, et puis elle parlait tout le temps en russe. Alors je lui dis, mais vous parlez quelle langue? Elle me dit, bah, je parle russe. Je dis, mais vous êtes tellement nationaliste ukrainien, vous ne parlez pas ukrainien alors? Comment ça se fait? Oh, bah, à Kiev, tout le monde parle russe, vous savez bien qu'on parle tous russe en fait. Bon, l'ukrainien, oui, on pratique aussi, mais enfin bon. Mais la langue principale utile, c'est quand même le russe. Alors je dis, ben, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que
C'était pas évident, après tout, à vous entendre. Et puis alors ensuite, qu'est-ce que vous pensez de la situation politique en Ukraine? Eh bien, c'est désastreux. Je dis, pourquoi c'est désastreux? Parce que pour des raisons de démographie, vous savez, les populations nombreuses, notamment ouvrières, sont dans l'est de l'Ukraine. Et l'est de l'Ukraine est très favorable à la Russie, à la langue russe. Et moi, je suis de l'ouest, je suis de la région de Lvov, et nous, on est très minoritaires parce que c'est de la campagne, il y a très peu d'industrie, notre région n'est pas très riche. Et si les votes ont lieu démocratiquement, eh bien, la majorité ira toujours aux pro-russes. Voilà, donc ça, pour nous, c'est un problème vraiment, vraiment grave, parce qu'il faut que l'Ukraine devienne un pays indépendant, proche de l'Union européenne, et coupe ses ponts avec la Russie, mais on n'y arrivera jamais par la méthode démocratique, puisque par la méthode démocratique, on sera toujours, nous les nationalistes ukrainiens de l'Ouest, on sera toujours minoritaires. Alors à moins de casser l'Ukraine en deux, et puis nous, on fera notre république de Galicie, elle me dit ça comme ça, crûment, on n'y arrivera jamais. Et donc elle me dit au fond que le principal... ce qui la gênait le plus, c'était la démocratie, c'est ce qui restait risqué de réconcilier la Russie et l'Ukraine, et c'est ce qu'elle ne voulait pas, elle, à titre personnel. Je m'aperçois qu'après, il y a le coup d'État que vous connaissez, il y a tous les événements qui se produisent, et à ce moment-là, toute une série de districts ukrainiens font des pétitions, et le peuple demande la tenue de référendums. De référendums pour assurer l'autonomie des différentes régions d'Ukraine, et notamment de celles qui parlent le russe. Et alors, bon, ce sont des revendications normales, je dirais, dans un pays démocratique, aussi une région qui veut plus d'autonomie. On a ça avec la Corse, c'est-à-dire qu'il y a un statut spécial. On a ça avec l'Alsace, que je connais bien, où j'ai beaucoup vécu, qui a un statut complètement différent, des lois particulières qu'on n'a pas à Paris. Notamment, il n'y a pas la loi de 1905 sur la séparation des religions en Alsace. Donc on admet des différences. Ben là, non. Alors, non seulement le gouvernement ukrainien refuse évidemment de tenir des référendums, mais en plus, il bombarde à coups de canon tous ceux qui veulent des référendums, et notamment les habitants de la région de Lugansk et de Donetsk. Alors, je suis désolé, mais enfin, non seulement c'est pas démocratique, mais en plus, c'est un crime contre ce qu'on appelle tout le temps les droits de l'homme, parce que tirer à coups de canon contre ses propres compatriotes, je ne sais pas si on peut considérer ça comme quelque chose de correct. Mais curieusement, dans le monde occidental, ça choque personne, tout le monde trouve ça normal. Et en plus, on agresse la Russie, on accuse la Russie et le président Poutine de vouloir faire la guerre à l'Ukraine. Bon, si vous voulez faire la guerre à l'Ukraine, je pense que d'ailleurs la guerre durerait peut-être une semaine, enfin ça irait vraiment très vite, hein, vu l'état de l'armée ukrainienne et vu les moyens de l'armée russe qu'on commence à voir en Syrie d'ailleurs, notamment les moyens électroniques, ils ont les moyens de paralyser complètement l'armée ukrainienne peut-être en quelques jours. Donc, si la Russie ne fait pas la guerre à l'Ukraine, sinon l'armée ukrainienne aurait disparu. On est dans un monde, bien évidemment, de mensonges, mais ce qui est frappant... Alors, les accords de Minsk, de ce point de vue-là, ne sont pas mauvais. D'abord, parce que ça, je reconnais au président Hollande d'avoir fait ces accords de Minsk, qui sont intéressants, puisqu'ils essayent de faire la paix en Ukraine, et ils proposent, mais ils mettent des conditions. La condition, c'est de reconnaître un statut spécial aux provinces de Lugansk et de Donetsk, les provinces de l'Est, de telle façon que ces régions vont reconnaître une administration autonome, etc. Et Kiev, évidemment, le gouvernement de Kiev ne veut pas entendre cela, et ne fait rien, ne fait pas les réformes en question qui sont nécessaires, ce qui fait que les accords de Minsk ne sont pas appliqués. C'est ce que dit tout le temps le président Poutine, d'ailleurs. Bon, là, il y a eu un petit progrès avec cet accord qui a été fait, et qui a été fait d'ailleurs sans la présence des Américains, d'ailleurs. Ça aussi, c'est assez intéressant. C'est pour ça que je pense que les accords de Minsk, c'est quand même une petite avancée. Mais il est évident qu'il y a une mauvaise foi évidente, on parle tout le temps, si vous voulez, du point de vue, si je puis dire, des nationalistes ukrainiens, qui est un point de vue, effectivement, qui représente l'ouest de l'Ukraine. Ils ont le droit d'avoir leur point de vue, bien sûr, mais on ne parle jamais du point de vue de l'autre moitié de l'Ukraine, qui est vraiment complètement martyrisée, sans même parler de la guerre. Je veux dire, il y a des partis politiques entiers qui ont été interdits, sous prétexte qu'ils étaient considérés comme pro-russes. Bon, alors, où est la liberté, hein? Enfin, tout le monde sait dire qu'en Ukraine, on pourchasse les opposants, il y a sans arrêt des assassinats politiques, etc. Mais on ne les met jamais en valeur, on n'en parle pas, parce qu'évidemment, c'est politiquement incorrect. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a un déni de démocratie. On refuse que la démocratie s'exprime en Ukraine. Et pour que la démocratie s'exprime, eh bien, il faut faire des référendums dans les différentes régions d'Ukraine, on verra bien ce qu'ils diront. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, d'ailleurs, c'est que les opposants à la Russie sont furieux que la Russie ait organisé un référendum en Crimée. Mais il y a eu un référendum en Crimée, mais il suffit de connaître la Crimée, enfin moi j'ai eu l'occasion d'y aller, on sait très bien que les habitants de Crimée se sentent russes et adorent la Russie, et donc il n'y a pas besoin d'une police pour les obliger à voter dans ce sens-là. Mais le simple fait qu'il y ait eu un référendum, c'est considéré comme un véritable scandale, une atteinte au droit international. Vous savez comme moi que le droit international est complexe.
Parce que d'un côté, il garantit les frontières, c'est vrai, mais en même temps, il garantit l'autodétermination des populations. C'est-à-dire que les gens ont le droit de voter pour appartenir à tel pays ou à tel autre pays. Et c'est très difficile de faire coïncider les deux. Là, il y a des problèmes d'arbitrage extrêmement complexes. Non. Et donc, moi, ce que je vois dans la question ukrainienne ne pourra se régler que par un règlement où il faudra bien faire concession à la démocratie d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'a commencé à dire les accords de Minsk. Et tout simplement, en Ukraine, on assiste à la destruction de la démocratie et d'une minorité par une autre minorité d'ailleurs, parce qu'il y a des minorités finalement. C'est-à-dire c'est l'ouest de l'Ukraine qui impose sa loi au reste de l'Ukraine de façon violente et à coups de canon, quoi. Et ça se passe en Europe, et même le Conseil d'Europe, qui est censé faire respecter la paix en Europe, ne dit rien. Je trouve que c'est un véritable scandale. Mais pour arriver à faire passer ça sur les médias français, c'est difficile. S'il vous plaît, je voudrais attirer votre attention sur un complément d'information lorsqu'on dit qu'il y a véritablement des obstacles d'allégeance entre les deux pays. On peut citer quand même, et on pourrait parler du caractère français, tel qu'il est perçu notamment à l'étranger. À l'étranger, on peut dire quand même qu'il y a sans cesse 3 qualités qui sont des gros défauts qui reviennent dans la bouche des étrangers, qui sont: les Français sont arrogants, jaloux et discriminatoires. Et on peut dire également qu'il y a eu un facteur quand même qui a permis l'arrivée des bolcheviks, c'était le 16 décembre 1918, quand le général Jeannin, qui était à l'époque chef de la mission militaire française, qui a refusé de s'allier avec les Américains et les Anglais au prétexte que sans doute il devait y avoir des intérêts particuliers entre l'armée impériale russe, les Américains et les Anglais. Et de ce fait, son armée, et c'était pourtant un général remarquable, il avait eu véritablement de grandes victoires. Eh bien non, à cause de ce caractère, il a décidé de ne pas rejoindre les armées et par conséquent a permis aux bolcheviks de rentrer en Russie. Donc quand même, il faut voir aussi qui nous sommes. Le général Jeannin, c'est vrai que ce n'est pas un très bel exemple, et c'est lui qui a livré Kolchak, si ma mémoire est bonne, à la mort, alors qu'il pouvait le protéger avec sa légion tchèque qui était sous ses ordres, mais il n'a pas voulu le protéger, il a livré Kolchak à l'armée rouge. Je pense que c'est évidemment pas très brillant de la part du général français en question. Bon, cela dit, les Français, c'est comme tous les peuples, ils ont des défauts, ils ont des qualités. Je crois qu'on a des gros défauts, c'est vrai, vous dites l'arrogance, oui. Enfin, moi j'étais longtemps au Parlement européen, et j'ai constaté qu'il y avait, c'est vrai, des peuples peut-être plus arrogants que d'autres. Mais alors, le compte de l'arrogance, c'est peut-être parce que je suis français, j'ai pas l'impression que c'était les Français, encore que ça nous arrive, c'était nos amis britanniques. Je dois dire qu'ils nous donnaient des leçons de morale en permanence, c'est quelque chose d'inimaginable, alors qu'ils ne respectaient aucune des règles européennes, parce que bon, alors donc tout est relatif. Bon, chaque peuple a ses qualités et ses défauts. On a aussi des défauts, c'est vrai, mais d'un autre côté, la politique en tout cas qui est menée par le gouvernement français depuis quelques années n'est pas du tout conforme aux souhaits de la population. Donc il faut tenir compte de ça. La population c'est une chose, le gouvernement c'est autre chose. Je ferai la même distinction aux États-Unis, d'ailleurs il faut être honnête. Le peuple américain n'est pas non plus tout à fait forcément toujours dans la ligne de ses dirigeants. Et de temps en temps d'ailleurs, il le fait savoir, par des personnalités certes qui lui surprennent un peu en Europe, comme M. Donald Trump, bien sûr, un cow-boy. Bon, enfin, c'est vrai que tout le monde n'est pas pareil dans un pays, et il faut toujours bien distinguer dans les pays occidentaux les élites et la population. Parce qu'autrefois, il y avait la distinction entre la droite et la gauche, qui représentait un peu la distinction qu'il y avait entre les patrons et les ouvriers, ça c'est au XIXe siècle, à l'époque du socialisme. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a aussi une coupure entre le peuple et puis des élites intellectuelles, ou financières d'ailleurs, qui n'ont pas les mêmes intérêts en réalité. Alors c'est vrai que quand vous appartenez à ces élites, bon, les problèmes d'immigration, d'insécurité, ça ne vous touche pas vraiment, parce que vous vivez dans telles conditions qu'effectivement, vous n'avez rien à craindre. Si vous êtes modeste locataire d'un HLM dans une banlieue et qu'il y a des jeunes, comme on vous dit, qui sont mal intégrés dans la société française, qui vous crachent dessus, ben là évidemment vous avez une autre vision de l'immigration. Ça c'est sûr, c'est ce que je dis toujours, c'est ce que je dis à mes collègues du ministère de l'Intérieur en disant, vous comprenez, vous ne pouvez pas avoir la même vision de l'immigration quand vous êtes chargé de mission aux questions migratoires auprès du ministre de l'Intérieur et que vous avez une voiture, un chauffeur et 2 motards pour aller tous les matins à votre bureau, et vous avez un bureau dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, qui sert de ministère.
vous aurez forcément une vie quotidienne très différente de celui qui habite dans un HLM de banlieue. Ce n'est pas de la démagogie, c'est la vérité. C'est l'expérience des gens qui détermine quand même en bonne partie leur façon de voir les choses. Et aujourd'hui, la coupure, elle n'est plus tellement entre l'ancienne droite et l'ancienne gauche, je dirais, elle est entre le peuple et des élites nombreuses et puissantes, évidemment, qui ne défendent pas les mêmes intérêts. Et j'ai la faiblesse de penser que les patriotes sont plutôt du côté du peuple. Oui, David Cohen, analyste. J'avais d'abord une petite réflexion à propos de votre interlocuteur russe. Quelque part, nous sommes bien sûr responsables de cette révolution russe, la révolution française. La déchristianisation, la chasse à l'ancien régime d'une façon impitoyable, les structures politiques, le comité de salut public, le bureau politique, tribunaux révolutionnaires, les tribunaux révolutionnaires russes, etc. Donc, il n'avait pas tout à fait tort, mais ça peut être un peu surprenant. Moi, j'avais trois questions assez courtes. Où en est la communauté des États indépendants qui, malheureusement, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas du tout parler d'elle, en tout cas, elle est en sourdine. Il y a l'Union eurasiatique maintenant. Mais alors, juridiquement, a-t-elle été dissoute? C'est intéressant. Deuxième question, les longues fiançailles entre la Bélarus et la Fédération de Russie, où en est-on? Et enfin, pour en arriver à une relation franco-russe, en dehors des personnalités russes avec lesquelles vous avez affaire, quelle est l'opinion de la Russie vis-à-vis de, je dirais pas ce rejet, parce que c'est tout à fait vrai, l'amitié, l'amour des Russes et des Français a toujours existé. Mais aujourd'hui, il y a une chape de plomb qui se trouve sur nos relations, sur notre histoire culturelle, historique, etc. Et dû notamment à nos officiels et à nos médias. Alors, comment l'opinion publique russe réagit-elle? Merci. L'Union eurasiatique, la Biélorussie et la Russie, et les médias occidentaux perçus la Russie. Je demande votre aide pour traduire, parce que mon français n'est pas parfait et je voudrais être clair, si vous permettez. Хорошо, хорошо. Прежде всего, сначала немного России и Азии. Alors, un peu d'abord à propos de la Russie et de l'Asie. Я очень часто в России отвечаю на вопросы средств массовой информации, которые обращаются за комментариями по поводу того, не повернулась ли Россия к Азии и отвернулась от Европы. Je réponds souvent à la question qui m'est posée à propos justement des médias étrangers qui parlent de la Russie et qui me demandent est-ce que la Russie ne s'est pas détournée de l'Europe pour se tourner vers l'Asie? И я отвечаю, Россия никогда не отворачивалась от Европы. Je réponds, la Russie ne s'est jamais détournée de l'Europe. Международная ситуация меняется, и Азия очень стремительно развивающийся регион. В этой связи для России крайне естественно развивать там свои деловые связи и укреплять политические La situation internationale évolue, bien évidemment, et l'Asie est un pôle de développement mondial très important. De ce point de vue-là, il est naturel que la Russie s'intéresse et se tourne vers l'Asie. В то же время Европа была и остается ключевым торговым партнером России, несмотря на существующие разногласия. Il n'empêche que l'Europe reste le premier partenaire économique de la Russie, malgré toutes les mésententes et les malentendus. Я бы хотел сказать, напомнить, что не Россия первая начала политику санкций, к сожалению, но вынуждена C'est pas la была Russie qui a commencé la politique des sanctions. отвечать. Elle a été obligée de répondre. Это дипломатия. Ça, c'est la diplomatie. Enfin, ça, c'est l'utilisation diplomatique. Дипломатические принципы. C'est les principes diplomatiques qui ont fait que la Russie a dû répliquer. Я вас уверяю в том, что в России большинство людей надеются, что существующие противоречия и проблемы должны закончиться как можно скорее. Et pensent que la plupart de ces malentendus doivent être réglés au plus vite. В то же время Россия намерена и далее развивать конструктивные отношения как с Европой, так и с азиатскими государствами на основе равноправия и уважительного отношения к интересам Bien друг sûr, друга. la Russie est tout à fait décidée à développer des relations aussi bien avec l'Europe qu'avec l'Asie sur la base d'une égalité de traitement et sur la base d'une égalité de droit. Россия осознает свою роль
историческую, географическую, политическую, как страны, которая находится и в Европе, и в Азии. La Russie est consciente de sa place et de sa responsabilité comme pays aussi bien historique que économique que civilisationnel, comme pays se trouvant à la fois en Europe et en Asie. Et la seconde question. La Biélorusse et La Biélorusse et la Russie. Как вы знаете, еще в 90-е годы Россия и Беларусь создали союзное государство. Vous savez que depuis les années 90, la Biélorussie et la Russie ont fondé un État uni. Позднее были созданы другие интернациональные объединения. Последнее такое объединение – это Евразийский союз, который существует сегодня, объединяет уже не только Белоруссию и Россию, но и ряд других государств. Il y a eu ensuite une série d'autres organisations bilatérales puis internationales. Aujourd'hui, on en est à l'Union eurasiatique qui, comme vous le savez, réunit non seulement la Biélorussie et la Russie, mais aussi le Kazakhstan et l'Arménie. Народы России и Беларуси, их экономики исторически связаны друг с другом крайне сильно. Les peuples de Russie et de Biélorussie sont intimement liés, aussi bien économiquement qu'historiquement. Так что эти интеграционные процессы представляются крайне актуальными и обоснованными. Avec tous les processus de rapprochement, effectivement, sont totalement fondés et solides. Иными словами, проще говоря, для России Беларусь – это естественный партнер в регионе. La Russie et la Biélorussie sont des partenaires totalement naturels. Je pense que j'ai répondu. Oui, juste, je m'excuse vis-à-vis d'autres personnes qui ont posé des questions. Parce que peut-être je n'ai pas été jusqu'au bout sur la Bélarus. Il est assez évident que c'est un autre pion que les États-Unis voudraient faire tomber. Il y a eu déjà plusieurs tentatives. Prix Nobel à une Bélarus, si je ne m'abuse, ces dernières semaines. Et est-ce que si les États-Unis, par des moyens détournés, bien évidemment, essayent de faire basculer la Bélarus, y aurait-il une réaction, justement, de son partenaire, de son alter ego russe? Voilà. Est-ce que vous ne craignez pas une action sur la Bélarus? Если Соединенные Штаты сделают с Беларусью то, что они сделали с Украиной, думаете ли вы, что Россия что-то сделает? Я бы здесь не стал гадать на кофейной гуще. Мы крайне надеемся, что Соединенные Штаты не будут повторять своих ошибок. Je ne veux pas me tourner vers le mar de café, et chacun a pu faire des erreurs, et je ne voudrais pas en faire une de plus. Merci. Parfait. Je suis désolé, on est obligé d'arrêter parce que l'heure est vraiment arrivée. Vous êtes tous invités à vous rafraîchir au rez-de-chaussée, je pense que vous apprécierez. Et je suis à votre disposition, bien sûr, pour dédicacer tous les livres que vous voudrez. Merci.